Le son d'un enfant pleurant peut briser des cœurs, mais dans le plus exclusif restaurant à Manhattan, il brisait d'un contrôle de boss de mafia. Sandro Marino avait garde du corps flanquant chaque sortie, un gérant terrifié planant à proximité, et une fille de 4 ans qui ne cesserait de sangloter. Tout le monde pensait la soirée finirait en violence. Puis, une serveuse épuisée marcha juste devant le mur d'hommes armés, et elle ne broncha pas. Elle ne s'excusa pas. Elle juste se pencha vers la fille pleurant, regarda l'homme le plus craint à New York dans l'œil et livra 8 mots qui changèrent tout. Elle n'est pas difficile. Elle a besoin d'une maman. Ce qui arriva ensuite, vous ne croirez pas le contrat il lui offrit. Bienvenue de retour à Tessa Stories. Avant nous commençons cette incroyable histoire, s'il vous plaît, cliquez s'abonner et laissez-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Vos commentaires et partages sont notre ligne de vie. S'il vous plaît, ne laissez pas ce que ci être notre seule rencontre. Maintenant, laissons-nous commencer. Les lustres en cristal au Ristorante Allegium tremblèrent. Ce n'était pas du trafic dehors, et ce n'était pas de la construction de caves à vin au sous-sol. C'était des poumons de Sophia Marino, 4 ans. Le restaurant était silencieux, sauf pour les baleines brisées de cœur de l'enfant. C'était 19h30 un samedi, l'heure dorée. Habituellement, le doux murmure d'accords de pouvoir, le délicat tintement de cristal baccarat et le chuchotement de billets de 50 $ changeant de main remplissaient l'espace. Ce soir, l'air était épais d'une tension suffocante, dangereuse. À la table du coin, la table réservée pour gens qui n'avaient pas besoin de réservation, s'assit Sandra Marino. Sandra avait 34 ans, portait un costume Tom Ford de minuit qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens et avait des yeux la couleur de nuages d'orage sur l'Atlantique. Il était le chef de la famille criminelle Marino, un homme qui avait écrasé organisation rivale avec rien de plus qu'un appel téléphonique et une signature. Homme 2 fois son âge traversait la rue quand ils le virent venir. Mais en ce moment, il semblait brisé. « Sophia », dit Sandro, sa voix tendue, à peine contrôlée. « S'il te plaît, Toro, assez. Non, non, non. » Sophia hurla, repoussant l'assiette de délicats gnocchis qui avait été préparée spécialement pour elle. La porcelaine glissa sur la nappe blanche. Un verre de cristal vacilla dangereusement. Le restaurant entier retint son souffle. Le maître, un homme mince nommé Polo avec 20 ans de service, s'approcha avec réticence visible. « Monsieur Marino peut être un plat différent pour la jeune demoiselle. Notre chef pourrait préparer. » Le regard de Sandro coupa vers Polo. C'était le genre de regard qui avait précédé des disparitions. Polo s'arrêta à mi-phrase. « Elle ne veut pas de nourriture, Polo, » dit Sandro doucement. Trop doucement. Elle veut. Il s'interrompit, passant d'une main tatouée dans ses cheveux foncés, parfaitement coiffés, les dérangeant pour la première fois de toute la soirée. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Les cris de Sophia escaladèrent. Elle haletait maintenant, hyperventilant, ses petites mains agrippant sa robe blanche alors que les larmes coulaient sur ses joues de chair. 2 ans. Cela faisait 2 ans depuis qu'Elena était morte. 2 ans depuis l'accident de voiture que la police avait jugé suspect, mais ne put prouver. 2 ans depuis que Sophia avait commencé à avoir ces épisodes. Moments où le chagrin l'engloutissait entière et rien ne pouvait la ramener. Fais-la arrêter. Sandro claqua à Victor, son chef de sécurité. Une montagne d'un homme se tenant à 3 pieds de distance. Fais quelque chose. Victor bougea inconfortablement. Boss, je ne sais pas comment alors. Pourquoi exactement suis-je vous payant? La voix de Sandra s'éleva juste légèrement. Mais dans le restaurant mortellement silencieux, ça aurait aussi bien pu être un coup de feu. Sophia renversa son verre d'eau. Il se brisa contre le sol de marbre, envoyant des éclats glisser à travers le restaurant. Chaque convive tressaillit. Certains commencèrent à rassembler leurs affaires, prêts à partir sans même demander l'addition. « Libérez le restaurant », ordonna Sandro, sa mâchoire serrée. « Maintenant ». Paolo hocha la tête frénétiquement
et commença à faire les tours, chuchotant des excuses urgentes. Dans le coin lointain, près des portes de cuisine battantes, Rebecca Collins resserra les cordons de son tablier. Elle avait 26 ans avec des cheveux foncés tirés en un chignon sévère qui se détachait après 10 heures debout. Son uniforme était légèrement trop grand. Elle avait perdu du poids récemment et il y avait des ombres permanentes sous ses yeux noisettes. Elle avait travaillé un double service. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin des pourboires. Elle avait besoin de ne pas penser à Emma. Ne même pas y penser. Becca siffla. Marcus, l'autre serveur de salle, c'est Sandra Marino. Tu vas près de cette table sans invitation, tu demandes à disparaître. Rebecca regarda la petite fille. Elle ne vit pas une crise de colère. Elle ne vit pas une princesse de mafia gâtée. Elle vit un minuscule être humain qui étouffait de douleur, elle ne pouvait articuler. Elle vit la façon dont Sophia serrait sa propre poitrine, avalant de l'air entre des sanglots. Rebecca connaissait cette tête prise, elle connaissait ce halètement. Elle s'était feutrée elle-même il y a 6 mois quand elle avait tenu la main d'Emma, alors que les moniteurs s'éteignaient. Rebecca ignora Marcus. Elle marcha vers le bar de service, versa un verre de lait chaud, ajouta une demi-cuillère à café de miel et attrapa une serviette en tissu doux. Puis elle marcha sur le sol. Mademoiselle Collins. Polo siffla, essayant de l'intercepter. Retourner aussi. Rebecca l'esquiva et continua de marcher. Le son de ses chaussures sensées sur le sol de marbre était le seul son à part les pleurs de Sophia. Chaque œil dans le restaurant se tourna pour regarder cet acte de soit courage, soit stupidité. Elle s'arrêta à la table. Sandro leva les yeux lentement. Sa main bougea instinctivement vers l'intérieur de sa veste où Rebecca savait. Tout le monde dans l'industrie du service savait qu'il gardait une arme. Qui, commença-t-il, sa voix dangereuse. Rebecca ne le regarda pas. Elle regarda Sophia. Elle s'accroupit, son genou touchant le sol mouillé où l'eau avait été renversée, ruinant ses collants. « Hé, chérie, » dit Rebecca doucement. Sa voix n'était pas le bébillage aigu que les adultes utilisaient habituellement. C'était bas, calme, une ancre dans une tempête. Le sanglot de Sophia bégaya. Elle regarda cette étrangère à travers des yeux attirés par les larmes. « C'est vraiment bruyant ici, n'est-ce pas? » Rebecca murmura, comme si partageant un secret. « Trop de gens, trop de lumière, trop d'yeux regardants. » La respiration de Sophia s'accrocha, mais elle ne détourna pas le regard. Rebecca posa le verre de lait chaud sur la table et sortit la serviette. Lentement donnant à Sophia le temps de s'éloigner si elle le voulait, Rebecca tendit la main et essuya doucement les larmes du visage de la petite fille. « Ma petite sœur avait l'habitude d'être submergée comme ça, » dit Rebecca doucement. Si doucement que Sandro dut se pencher pour l'entendre quand tout semblait trop. « Savez-vous ce qui l'a aidé? » Sophia secoua légèrement la tête, un minuscule mouvement. « Du lait chaud avec du miel, » dit Rebecca, offrant le verre et quelqu'un lui disant que c'est bon d'être triste, qu'elle n'avait pas à être courageuse tout le temps. Sophia fixa le verre, puis Rebecca, puis son père. Sandro resta figé, sa main toujours à l'intérieur de sa veste, son expression illisible. Lentement, Sophia tendit les 2 petites mains et prit le verre. Elle le porta à ses lèvres et prit d'une gorgée. Les pleurs s'arrêtèrent. Le silence qui suivit fut absolu. Même la cuisine était devenue silencieuse. Sophia posa le verre et sans avertissement sortit de sa chaise et dans les bras accroupis de Rebecca, enroulant de petits bras autour du cou de Rebecca. La petite fille pressa son visage dans l'épaule de Rebecca et prit une profonde inspiration tremblante. « Maman, » Sophia murmura si doucement que seule Rebecca pouvait entendre. « Maman me manque. » La gorge de Rebecca se serra, ses yeux brûlèrent. « Je sais, bébé, » chuchota-t-elle en retour, ses bras s'enroulant instinctivement autour de l'enfant. « Je sais que tu le fais. » En quelques secondes, l'épuisement dépassa le chagrin. Le corps de Sophia devint lourd. Sa respiration s'égalisa alors qu'elle s'affalait contre l'épaule de Rebecca. Pas endormie, mais enfin calme.
Rebecca leva les yeux. Sandro Marino regardait sa fille. Sa fille, qui n'avait pas été tenue comme ça, ne s'était pas permis d'être tenue comme ça en 2 ans, qui était maintenant détendue dans les bras d'une étrangère qui sentait l'espresso et le savon à la lavande. Puis le regard de Sandro se déplaça vers Rebecca, la regarda vraiment à l'extrémité effilochée de son col, à l'épuisement sculpté dans son jeune visage, à la cicatrice le long de sa mâchoire, à l'humidité dans ses yeux qu'elle essayait de cligner. « Comment as-tu fait ça? » demanda Sandro, sa voix cheval, dépouillée de son autorité habituelle. Rebecca tint sa fille un peu plus fort. « Je n'ai rien fait, » dit-elle doucement. « J'ai vu ce dont elle avait besoin. Et de quoi a-t-elle besoin? » La question de Sandra était à peine audible. Rebecca rencontra ses yeux. Gris orage contre noisette. Pouvoir contre survie. Richesse contre désespoir. Elle a besoin de quelqu'un pour lui dire que c'est bon de manquer sa maman. Rebecca dit qu'elle a besoin de quelqu'un qui n'essaiera pas de la réparer ou de la faire arrêter de ressentir. Elle a besoin, la voix de Rebecca craqua légèrement, mais elle continua. Elle a besoin d'une maman. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. La mâchoire de Sandro se serra. Pendant un instant, Rebecca pensa qu'elle était allée trop loin, qu'elle serait traînée par la sortie arrière et jamais revue. Puis Sandro se leva. Il boutonna sa veste avec une précision délibérée et fit un geste à Victor. « Payez les salaires de Mademoiselle Cullen pour le mois, dit-il, et libérez mon emploi du temps pour demain matin. » Boss, Victor parut confus. Sandro regarda Rebecca, sa fille dormant contre l'épaule d'une étrangère, et quelque chose changea dans son expression. Un calcul, une décision. « Nous, dit-il, le mot lourd de sens. Besoin de parler d'une offre d'emploi. » La pluie tombait à torrents, transformant l'allée derrière le restaurant Elysium en une rivière de reflets néons et de mégots de cigarettes. Rebecca serra sa fine veste plus fort, mais cela ne fit rien contre le froid d'octobre. Elle avait été renvoyée, bien sûr. Paulo avait à peine attendu que Sofia soit émitouflée dans une berline avant de l'informer qu'une interaction non autorisée avec des invités VIP était un motif de licenciement immédiat. Elle ne pleura pas. Elle était trop fatiguée pour pleurer. Elle commença juste à marcher vers le métro, ses collants ruinés gargouillant dans ses chaussures, son esprit calculant déjà quelle facture elle pourrait sauter ce mois-ci pour payer le loyer. « Mademoiselle Collins? » La voix vint derrière elle, lisse et dangereuse comme de la glace noire. Rebecca se retourna. Sandro Marino se tenait sous la pluie sans parapluie, son costume cher s'assombrissant avec l'eau. Victor planait à quelques pieds en arrière, tenant un parapluie noir qu'il n'était clairement pas autorisé à partager avec son patron. La pluie plaqua les cheveux foncés de Sandro à son front, le faisant paraître plus jeune, presque vulnérable. Presque. « Monsieur Marino, » dit Rebecca attentivement, « si vous êtes ici aussi, je veux vous embaucher. » Rebecca cligna de l'eau de ses yeux. « Je suis désolé, pas comme serveuse. » Sandro s'approcha. De près, elle pouvait voir l'épuisement gravé sur son visage, le genre qui venait de mois de nuit sans sommeil. « J'ai besoin de quelqu'un qui peut faire ce que tu as fait là-dedans. Quelqu'un que Sofia acceptera. » « Je ne suis pas une nounou, » dit Rebecca. « Je n'ai aucune formation formelle. Je n'ai pas besoin de formation formelle. J'ai besoin de quelqu'un qui la voit. » La voix de Sandro était intense, urgente. Quelqu'un qui comprend qu'elle se noie. Chaque nounou que j'ai embauchée la traite comme un problème à gérer. Tu l'as traitée comme une personne. Le cœur de Rebecca martela. C'était fou. C'était dangereux. Cet homme était dangereux. « J'ai 5 nounous en personnel, » continua Sandro. « Elle a mordu 3 d'entre elles et en a fait démissionner 2. J'ai des psychologues pour enfants sous contrat avec qui elle refuse de parler. Mais toi, » il fit un geste frustré. « Tu t'es approché d'elle et elle a juste arrêté. « Monsieur Marino, j'apprécie l'offre, mais 15 000 $ par semaine. »
La bouche de Rebecca devint sèche. « Excusez-moi, 15 000 par semaine, contrat minimum de 6 mois. » Sandro sortit une carte de visite, la pressa dans sa main mouillée. Mais il y a plus que juste s'occuper de Sophia. Bien sûr, il y avait toujours un piège. « J'ai besoin d'une fiancée, » dit Sandro platement. En public pour les apparences, mes rivaux voient les difficultés de Sophia comme une faiblesse. Ils voient un père célibataire comme vulnérable. J'ai besoin de projeter stabilité, contrôle. Un homme de famille n'est pas aussi facile à défier qu'un veuf avec un enfant traumatisé. Rebecca le fixa. « Vous voulez que je fasse semblant d'être votre fiancé? » En public seulement, événements de charité, dîners de famille, la photographie occasionnelle. Le reste du temps, vous vous concentrez sur Sophia. Vous auriez vos propres quartiers, votre propre espace. Ceci serait un arrangement professionnel. Un arrangement professionnel où je mens à tout le monde. Où vous êtes compensé extrêmement bien pour votre discrétion. Les yeux gris de Sandro percèrent les siens. 15 000 par semaine, c'est presque 800 000 sur 6 mois. C'est pour payer toutes les dettes dont vous fuyez. Assez pour recommencer. Le souffle de Rebecca se coupa. Comment savait-il pour ses dettes? Bien sûr, il savait. Des hommes comme Sandro Marino savaient tout. La pluie tambourinait contre le pavé. Quelque part au loin, une sirène hurlait. « Pourquoi moi? » demanda Rebecca. « Vous pourriez embaucher n'importe qui. Quelqu'un avec de l'expérience. Quelqu'un de votre monde. »« Parce que Sophia vous a choisi, » dit Sandro simplement. « En 2 ans, elle n'a laissé personne la toucher comme elle vous a laissé la tenir. Elle n'a pas arrêté de pleurer pour personne d'autre. Je ne le comprends pas, mais je ne suis pas assez stupide pour l'ignorer. » Il marqua une pause. « Et parce que vous n'êtes pas de mon monde, c'est le point. Vous êtes réel, propre, le genre de femme qui pourrait faire qu'un homme veuille changer. Mais vous ne voulez pas changer. » Non, Sandro acquiesça. Mais ils n'ont pas besoin de savoir ça. Rebecca regarda la carte dans sa main. L'encre coulait déjà sous la pluie, mais elle pouvait encore distinguer le lettrage en relief, un numéro de téléphone, rien d'autre. 800 000 $, 6 mois. Elle pourrait rembourser ses prêts étudiantes. Elle pourrait terminer ses études de médecine si elle le voulait. Elle pourrait arrêter de courir. J'ai besoin d'une réponse maintenant. Sandra dit, « Mon monde bouge vite. Si vous dites non, je respecte ça. Victor vous ramènera chez vous et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Mais si vous dites oui, votre vie change ce soir. » Rebecca pensa à son appartement vide, son compte bancaire vide, son futur vide s'étirant devant elle comme une autoroute vers nulle part. Elle pensa au petit abrard de Sophia autour de son cou, la façon dont la petite fille avait murmuré « Maman », comme une prière, comme une blessure. Elle pensa à Emma, qui ne grandirait jamais, qui n'aurait plus jamais besoin de personne. « C'est moi », dit Rebecca, « et je voulais par écrit un vrai contrat. » Sandro sourit. C'était un sourire dangereux, le genre qui avait probablement précédé la chute de ses ennemis. « Victor, va chercher la voiture. » Le penthouse était obscène. C'était le seul mot pour cela. Rebecca se tenait dans le foyer de marbre, dégoûtant de pluie sur des sols qui coûtaient probablement plus cher que sa maison d'enfance, et essaya de ne pas rester bouche bée. Des fenêtres du sol au plafond surplombaient Manhattan, comme un royaume étalé pour la conquête. Le mobilier était tout en ligne épuré et tissu cher. L'art sur les murs était du genre qu'elle n'avait vu que dans des musées. Tout était blanc, noir, chrome et froidement parfait. « Votre étage est le 10e, » dit Sandro, ôtant sa veste mouillée. En dessous, sa chemise blanche collait à sa silhouette. Rebecca détourna le regard. « La chambre de Sophia est au 9. La mienne est au 11. Vous avez un accès complet à tout sauf mon bureau privé au 11. Cette porte reste fermée. » Compris. Une femme apparut d'un couloir latéral. Elle avait la cinquantaine au visage sévère, portant une robe noire impeccable. « C'est Martina, » dit Sandra.
Elle gère le ménage. Martina, c'est Rebecca Collins. Elle restera avec nous. Les yeux de Martina balayèrent Rebecca, prenant en ses vêtements bon marché et ses cheveux mouillés. Son expression ne changea pas, mais Rebecca sentit le jugement quand même. Mademoiselle Collins aura besoin d'une tenue appropriée, continua Sandro. Faites venir le styliste demain. Garde-robe complète, tout ce dont elle a besoin pour les apparitions publiques. Bien sûr, monsieur Marino. Où est Sophia? Elle dort, monsieur. Enfin, je lui ai donné le médicament prescrit par le docteur Rousseau. Plus de médicaments. La voix de Sandra était sèche. Rebecca s'occupera de Sophia à partir de maintenant. Les décisions médicales passeront par elle d'abord. Les lèvres de Martina s'amincirent, mais elle hocha la tête. Comme vous voulez. Rebecca suivit Martina au 10e étage en silence. L'ascenseur privé s'ouvrit sur un espace qui était en quelque sorte à la fois luxueux et confortable. Un lit king-size avec des draps gris doux. Un coin salon avec un canapé et des bibliothèques. Une salle de bain plus grande que tout l'appartement de Rebecca n'avait été. Le placard est par là, dit Martina sèchement, bien qu'il soit vide pour le moment. Le petit déjeuner est à 7 heures. Monsieur Marino attend la ponctualité. Elle s'arrêta à la porte. Mademoiselle Collins, un conseil. Ne confondez pas le désespoir de Monsieur Marino avec de la faiblesse. Il vous a amené ici pour sa fille, pas pour vous. Rappelez-vous votre place. Puis elle fut partie, et Rebecca était seule dans une chambre qui coûtait plus que ce qu'elle avait gagné en 5 ans de service. Elle aurait dû célébrer. Au lieu de cela, elle s'assit au bord du lit et se demanda ce à quoi elle venait d'accepter. Le cri la réveilla à 3h30 du matin. Rebecca était debout et courait avant d'être complètement réveillée, ses pieds nus silencieux sur les sols frais. Elle suivit le son en descendant un étage d'escalier jusqu'à la chambre de Sophia. La petite fille était assise dans son lit, sanglotant, son petit corps tremblant. Sandra était là, semblant impuissant en pantalon de pyjama et rien d'autre, sa poitrine tatouée se soulevant et s'abaissant avec des respirations frustrées. « Je ne sais pas ce qu'elle veut, » dit-il quand il vit Rebecca dans l'embrasure de la porte. « Elle ne me dira pas. Elle continue juste de pleurer. » Rebecca traversa vers le lit. « Hé, chérie, c'est Mademoiselle Becca. Tu te souviens de moi? » Le visage strié de larmes de Sophia se tourna vers elle. La reconnaissance vacilla dans ses yeux. « Mauvais rêve, » Rebecca demanda doucement. Sophia hocha la tête, hoquetant. « Ceux-là sont effrayants. » Rebecca s'assit au bord du lit. « Tu veux m'en parler? »« Maman était partie, » murmura Sophia. « Je ne pouvais pas la trouver. J'ai cherché et elle était juste partie. » La gorge de Rebecca se serra. Elle jeta un coup d'œil à Sandro, qui se tenait figé, sa mâchoire serrée. « Ma petite sœur avait aussi de mauvais rêves, » dit Rebecca. « Et savez-vous ce qui a aidé? » Sophia secoua la tête. « Une chanson. Une chanson spéciale qui lui rappelait qu'elle n'était pas seule. Voudriez-vous l'entendre? » Sophia hocha la tête lentement. Rebecca commença à fredonner doux et bas. C'était la berceuse que sa mère avait chantée à ses 2 filles, celle que Rebecca avait chantée à Emma lors de ses dernières nuits d'hôpital. La mélodie était simple, sans paroles, juste un filet de son dans l'obscurité. La respiration de Sophia commença à ralentir. Ses paupières tombèrent. Rebecca ajouta des mots à peine plus hauts qu'un murmure. « Chut maintenant, petite. La nuit est presque finie. Demain attend à bras ouverts, à l'abri de toutes les alarmes du monde. » C'était une poésie terrible, quelque chose que sa mère avait probablement inventé sur le moment il y a des décennies. Mais ça a marché. Les yeux de Sophia se fermèrent. Sa petite main tendue attrapa le doigt de Rebecca, serrant fort. « Reste, » marmonna Sophia, déjà à moitié endormie. « Reste avec moi. »« Je suis là, » murmura Rebecca. « Je ne vais nulle part. » Elle resta assise là sur le bord du lit de Sophia, la main de la petite fille enroulée autour de son doigt, jusqu'à ce que la respiration de l'enfant s'égalise en un vrai sommeil.
Quand elle leva finalement les yeux, Sandra la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. C'était la première fois qu'il dit doucement qu'elle a demandé à quelqu'un de rester. Rebecca ne savait pas quoi dire à cela, alors elle hocha juste la tête. « Merci, dit Sandro. Puis il se tourna et partit, fermant la porte silencieusement derrière lui. Rebecca retira son doigt de la prise de Sophia, arrangea les couvertures autour de l'enfant endormi et retourna à sa propre chambre. Alors qu'elle était allongée dans le lit d'inconnu, fixant le plafond, elle se demanda si 800 000 $ suffiraient à couvrir le coût de tout ce dans quoi elle venait de s'engager. Les jours tombèrent dans un rythme plus vite que Rebecca ne s'y attendait. Sophia se réveillait chaque matin et cherchait immédiatement Mademoiselle Becca. Elles prenaient le petit déjeuner ensemble pendant que Sandra lisait sa tablette et faisait des appels téléphoniques coupés dans une langue que Rebecca ne comprenait pas. Puis Sandra partirait pour tout ce qui occupait ses jours. Et Rebecca aurait Sophia pour elle-même. Elles firent des biscuits, mesurant la farine et le sucre avec Sophia debout sur un tabouret, ses petites mains saupoudrées de blanc. Elles lurent des livres d'images. Sophia enroulée contre le côté de Rebecca. Elles dessinèrent avec des crayons. Les bonnes chums allumettes de Sophia se développant graduellement en personnes reconnaissables. Toujours 3 figures, toujours les mêmes. Une grande personne, une personne moyenne et une petite personne. « C'est toi, moi et papa », expliqua Sophia un après-midi, pointant sa dernière création. Le cœur de Rebecca se tordit. « C'est magnifique, ma chérie. »« Nous sommes une famille », dit Sophia d'un ton neutre. Rebecca ne la corrigea pas. Comment pourrait-elle? Les soirs, Sandra revenait. Ses costumes chers ne se froissaient en quelque sorte jamais. Son expression soigneusement neutre. Il demanderait des nouvelles de la journée de Sophia, et Rebecca rapporterait « Elle a bien mangé, elle a fait la sieste, elle n'a pleuré qu'une fois quand elle s'est écorché le genou. » Mais Rebecca remarqua la façon dont Sandra s'arrêterait dans les embrasures de porte, les regardant. La façon dont son expression s'adoucirait juste légèrement quand Sophia riait, la façon dont il écouterait quand Rebecca chantait la berceuse, ses yeux distants. Un soir, après que Sophia fut endormie, Rebecca le trouva dans la cuisine. Il versait du scotch dans un verre en cristal, portant toujours sa chemise et son pantalon, bien qu'il ait jeté sa veste et sa cravate. « Elle a dormi toute la nuit hier soir, » dit Rebecca. Sandra leva les yeux. « Je sais, j'ai entendu. Ou plutôt, je n'ai pas entendu. » Il prit d'un verre. « Première fois en 23 mois. Elle commence à guérir à cause de toi. »« Parce qu'elle est prête, » corrigea Rebecca. « Je suis juste ici. » Sandro l'étudia un long moment. « Tu es bonne avec elle, mieux que je ne l'attendais. T'attendais-tu à ce que j'échoue? Je m'attendais à ce que tu sois adéquate. Tu es plus que ça. » Il versa un autre verre et le fit glisser sur le comptoir vers elle. « Le gala de charité est demain soir. La Fondation pour l'alphabétisation des enfants. Très public, beaucoup de presse. Es-tu prête? » Rebecca prit le verre mais ne but pas. « Prête à mentir à une pièce pleine de gens sur être amoureuse de toi? Bien sûr, ça semble facile. Tu as juste besoin de paraître à l'aise avec moi. Reste prêt. Souris. Laisse-moi toucher ton dos ou tenir ta main. L'histoire est que nous nous sommes rencontrés au restaurant. J'ai été pris par ta gentillesse envers Sophia. Nous sortons discrètement depuis. Garde ça simple. Et si quelqu'un pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre, alors redirige. Tu es une personne privée. Nous prenons les choses lentement par respect pour Sophia. Si quelqu'un insiste trop, Victor interviendra. Sandro termina son verre. Martina a sélectionné une robe pour toi. Bijoux. Tout ce dont tu as besoin. Qui suis-je supposé être? Demanda Rebecca. Dans cette histoire, serveuse devenue fiancée, semble peu probable. Sandro sourit légèrement. Tu es une étudiante en médecine qui travaille son chemin à travers l'école. Tu as pris une année de congé après une tragédie familiale. Je t'encourage à terminer ton diplôme. C'est assez proche de la vérité pour être crédible. Trop proche de la vérité, pensa Rebecca.
Combien savait-il réellement d'elle? Repose-toi, dit Sandro. Demain va être une longue nuit. La robe était en soie bleu nuit qui s'accrochait à sa silhouette comme de l'eau. Les chaussures étaient Louis Vuitton. Les bijoux étaient de vrais diamants. Et la maquilleuse que Martina avait engagée fit que Rebecca ressemblait à quelqu'un qui appartenait à une couverture de magazine. Elle se reconnaissait à peine dans le miroir. Sandra attendait dans le foyer, dévastateur dans un smoking qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, sa mâchoire fraîchement rasée. Quand il la vit descendre les escaliers, quelque chose vacilla dans ses yeux. « Tu te préparais bien, dit-il. « Toi aussi, répondit Rebecca. Dans la voiture, Sandro passa en revue le plan. « Ce soir, tu rencontreras certains de mes associés, partenaires commerciaux, la plupart de la famille. Tu es charmante, mais pas bavarde, chaleureuse, mais pas familière. Tu adores Sophia. Tu es attiré par moi malgré en sachant mieux. Peux-tu faire ça? Je vis littéralement dans ton penthouse, faisant semblant d'être ta fiancée, dit Rebecca. Je pense que je peux gérer une fête. » Ses lèvres tressaillirent. Bien. Le gala s'est tenu à la plaza dans une salle de bal qui dégoulinait de cristal et d'or. Des femmes en robe couture passaient comme des oiseaux exotiques. Des hommes en smoking parlaient à voix basse, leur conversation valant sans doute des millions. La main de Sandro se posa sur le bas du dos de Rebecca, chaude à travers la fine soie. « Reste près, murmura-t-il, et souris. Tu es censée être amoureuse, te souviens-tu? » Rebecca sourit. C'était comme porter un masque. Ils firent le tour. Sandro la présenta à des associés dont elle oublia immédiatement les noms. Elle serra des mains, fit des petites conversations, rit aux moments appropriés. Et tout le temps, la main de Sandro ne quitta jamais son dos, son corps incliné vers le sien, son attention semblant fixée sur elle, même quand il parlait à quelqu'un d'autre. Il était bon à ça, réalisa-t-elle. Très bon. Si elle ne savait pas mieux, elle croirait qu'il se souciait réellement. Puis elle entendit de la voix. Sandro Marino, jouant toujours au rouet. « Je vois. » Rebecca se retourna. L'homme qui s'approchait avait de la cinquantaine, aux cheveux argentés et aux yeux perçants, portant un smoking qui criait vieil argent. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Don Sandro dit « Je ne savais pas que tu y serais. » La famille Ferrara a toujours soutenu l'alphabétisation des enfants. Contrairement à certaines familles, nous croyons en la philanthropie légitime. Le regard de Dante glissa vers Rebecca. Et qui est cette charmante créature? Rebecca Collins, Sandro dit, ma fiancée. Le mot resta suspendu dans l'air. C'était la première fois que Rebecca l'avait entendu le dire à quelqu'un qui comptait. Les sourcils de Dante se levèrent. Fiancée. Mon mon, c'était rapide. Helena est à peine froide dans la terre. Et vous l'avez déjà remplacée. Rebecca sentit Sandro se raidir à côté d'elle. Sa main se resserra sur son dos. Helena est irremplaçable, dit Rebecca doucement, se surprenant. Mais Sophia a besoin de stabilité. Une famille. Parfois avancer est la chose la plus courageuse que nous puissions faire. Le sourire de Dante s'aiguissa. Ah, elle parle. Dites-moi, mademoiselle Collins, qu'est-ce qu'une fille comme vous voit chez un homme comme Sandro? Par la richesse et le pouvoir évident, bien sûr. Je vois un père qui ferait n'importe quoi pour sa fille, dit Rebecca Munn. Je vois un homme qui est plus fort que son chagrin. Je vois quelqu'un qui vaut la peine d'être soutenu. C'était une bonne réponse. Assez répétée pour être crédible, assez sincère pour passer l'examen. Dante ricana. Eh bien, elle est certainement assez jolie. Espérons qu'elle dure plus longtemps que les nounous. J'entends que la petite Sophia est toute une poignée. Certains pourraient dire instable, vulnérable. Ce sont des temps dangereux pour les enfants vulnérables, surtout quand leurs pères ont des ennemis. La menace était à peine voilée. Rebecca eut froid malgré la pièce chaude. Sophia est parfaitement en sécurité, dit Sandro, sa voix dangereuse.
Je détesterais que quiconque teste cela. Bien sûr, bien sûr. Dante leva son verre en un salut moqueur. Profitez de la soirée, vous deux. Bien que je garderai un œil attentif sur cette fille à vous, Sandro. Les enfants peuvent être des cibles si faciles. Il s'éloigna dans la foule. Le cœur de Rebecca battait fort. Il vient de menacer Sophia. Je sais. La mâchoire de Sandro était serrée. C'est Dante Ferrara, chef de la famille Ferrara. Il cherche des moyens de me saper depuis des années. Les difficultés de Sophia ont été remarquées. C'est pourquoi vous avez vraiment besoin de la fiancer, réalisa Rebecca. Pas seulement pour les apparences, pour la protection. Si vous avez l'air stable, si Sophia a l'air stable, ils ne peuvent pas l'utiliser contre vous. Vous êtes plus intelligente que je ne vous le donnais, dit Sandra. Il la dirigea vers le bar. Viens, j'ai besoin d'un verre. Pendant que Sandro parlait avec le barman, Rebecca scruta la foule. C'est là qu'elle le vit. Marco, c'est comme ça que Sandro l'avait appelé la consigliera, le conseiller de confiance. Il se tenait près des fenêtres, parlant avec un homme que Rebecca ne reconnaissait pas. Mais il y avait quelque chose à propos de l'autre homme, quelque chose de familier. Le sang de Rebecca se glaça. Elle connaissait ce visage, pas du monde de Sandra, d'avant, des reportages de la compagnie pharmaceutique, des audiences du Congrès sur le médicament contaminé qui avait tué Emma et 37 autres personnes. Cet homme avait été le consultant juridique de la compagnie, celui qui avait enterré les preuves, celui qui s'était éloigné libre pendant que des familles enterraient leurs morts. La vision de Rebecca se rétrécit. Ses mains tremblèrent. Rebecca. Sandra était à côté d'elle, un verre de champagne à la main. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne pouvait pas parler, ne pouvait pas respirer. Cet homme était ici dans cette pièce parlant au conseiller le plus de confiance de Sandro, comme s'ils étaient de vieux amis. J'ai besoin d'air. Rebecca réussit. J'ai besoin de Sandro prit son coude, la guida vers le balcon. L'air frais de la nuit frappa son visage comme une gifle. Parle-moi, demanda Sandra. Qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca agrippa la balustrade du balcon. Elle devrait lui dire. Elle devrait dire quelque chose. Mais les mots ne venaient pas. Parce que si cet homme était connecté à Marco et Marco était connecté à Sandro, alors peut-être Sandro était connecté à la compagnie qui avait tué Emma. Peut-être que toute cette affaire, le travail, le contrat, l'argent, peut-être que tout cela faisait partie de quelque chose de plus sombre qu'elle n'avait imaginé. Peut-être qu'elle venait de tomber dans le même piège qui avait tué sa sœur. « Je vais bien », mentit Rebecca, forçant sa voix à être stable. « Juste dépassé, tout ça est nouveau. » Sandro l'étudia, ses yeux gris cherchants. Elle put dire qu'il ne la croyait pas. « Nous pouvons partir si tu as besoin, » dit-il finalement. « Non, nous sommes venus ici pour les apparences. Faisons une apparition. » Rebecca se redressa, lissa sa robe, reconstruisit son masque. « Je vais bien, vraiment. » Mais alors qu'il retournait dans la salle de bal, l'esprit de Rebecca s'emballait. Elle devait découvrir qui était cet homme. Elle devait savoir dans quoi Marco était impliqué. Et elle devait comprendre à quel point les connexions de Sandra avec la compagnie pharmaceutique allaient vraiment parce que 6 mois semblaient soudainement une très longue période à vivre dans la maison d'un homme qui pourrait être lié à la mort de sa sœur. Et Sophia, douce Sophia brisée, était maintenant prise au milieu de la toile dans laquelle Rebecca avait trébuché. Rebecca sourit à la personne suivante que Sandro lui présenta, joua son rôle parfaitement et commença à planifier. Rebecca ne pouvait pas dormir. Cela faisait 3 jours depuis le gala. 3 jours à regarder Marco se déplacer dans le penthouse comme s'il en était le propriétaire. 3 jours à faire semblant qu'elle ne reconnaissait pas l'homme avec qui il avait parlé. 3 jours à mentir au visage de Sandro pendant que Sophia l'appelait Mademoiselle Becca et tenait sa main et lui faisait entièrement confiance. La culpabilité la rongeait vivante. Il était 2h du matin quand elle renonça complètement au sommeil. Elle enfila une robe et marcha pieds nus dans le couloir, pensant qu'elle ferait du thé,
peut-être s'asseoir près des fenêtres et regarder les lumières de la ville jusqu'à l'aube. Mais alors qu'elle passait l'ascenseur vers le 11e étage, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La porte du bureau privé de Sandro était juste légèrement ouverte. Une fine ligne de lumière dorée se répandait dans le couloir. Rebecca savait qu'elle ne devrait pas. On lui avait explicitement dit que cet étage était interdit, mais sa curiosité, ou peut-être son besoin de savoir qui était vraiment Sandra, l'attira en avant. Elle poussa la porte lentement. Le bureau n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle avait imaginé quelque chose de froid et masculin, tout en bois sombre et cuir, le genre d'espace où les hommes dangereux prenaient des décisions dangereuses. Au lieu de cela, la pièce était figée dans le temps, un musée dédié à une seule personne. Des photographies couvraient chaque surface. Elena Marino souriait depuis des cadres argentés sur le bureau, riait depuis des impressions sur toile sur les murs, regardait amoureusement bébé Sofia image après image. Elle avait été belle. Cheveux foncés, yeux bruns chauds, un sourire qui semblait authentique et sans défense. Rien à voir avec la froide épouse de mafieux que Rebecca avait imaginée. Sur le bureau se trouvaient les lunettes de lecture d'Elena. Un marque-page tenant toujours une place dans un roman de poche, une écharpe en soie drapée sur le dossier de la chaise, un rouge à lèvres, une montre, une paire de boucles d'oreilles soigneusement arrangées sur un plateau de velours. C'était un sanctuaire, un moment parfaitement préservé d'une vie interrompue. La gorge de Rebecca se serra. Ce n'était pas le bureau d'un homme qui avait tourné la page. C'était le bureau d'un homme toujours noyé dans ce chagrin qui avait enfermé sa douleur derrière une porte et fait semblant qu'elle n'existait pas. Elle prit une des photographies. Elena tenant Sofia nouveau-née, son visage rayonnant de joie épuisée. Au dos, quelqu'un avait écrit une écriture élégante. Notre monde entier. 15 mars, elle avait l'habitude de lire ici. Rebecca se retourna. Sandra se tenait dans l'embrasure de la porte, portant toujours sa chemise et son pantalon de n'importe quelle réunion tardive à laquelle il avait assisté. Sa cravate était partie, ses manches retroussées, et son expression était illisible. « Je suis désolé, dit Rebecca rapidement, posant la photographie. La porte était ouverte. Je ne voulais pas. Je l'ai laissée ouverte. Sandro traversa vers le bureau, prit la photographie. Rebecca avait tenu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne viens plus jamais ici. Pas depuis des mois. Mais ce soir, il s'interrompit étudiant le visage de sa femme morte. Elle avait l'habitude de lire dans cette chaise. Des romans d'amour principalement. Le genre avec des couvertures ridicules, où elle rirait des intrigues absurdes et puis pleurerait au fin quand même. Rebecca ne savait pas quoi dire. Cette vulnérabilité semblait dangereuse, comme regarder quelqu'un saigner. Sofia lui ressemble, Sandro continua. Même yeux, même sourire quand elle sourit réellement. Parfois, je regarde ma fille et je vois Elena me regarder en retour et Sa voix craqua légèrement. Il posa la photographie. Je les ai tous les deux échoués. Je n'ai pas pu protéger Elena et maintenant Sofia en paie le prix chaque jour. Tu n'as échoué personne, dit Rebecca doucement. Tu fais tout ce que tu peux. Est-ce que je le fais? Sandra rit, mais il n'y avait pas d'humour. Je t'ai embauché parce que je ne pouvais pas réconforter ma propre fille. Quel genre de père cela fait-il de moi? Le genre qui met les besoins de son enfant au-dessus de son orgueil. Rebecca s'approcha. Sofia guérit parce que tu as été assez courageuse pour demander de l'aide. Ce n'est pas un échec, c'est de l'amour. Sandra la regarda, puis la regarda vraiment, et Rebecca vit quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle. Pas seulement du chagrin, autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Qui as-tu perdu ?» demanda-t-il doucement. « Tu as dit ta sœur. Mais il y a plus que ça, n'est-ce pas? » Les murs de Rebecca se refermèrent. « Ce n'est pas une partie de notre contrat. »« Non, Sandro acquiesça. Ce n'est pas le cas, mais je demande quand même. » Le silence s'étira entre eux, tendu comme un fil. Rebecca pouvait partir, devrait partir.
Ce n'était pas ce pourquoi elle avait signé, mais quelque chose dans le fait de se tenir dans cette pièce pleine de fantômes avec cet homme qui comprenait la perte, rendait la vérité inévitable. Son nom était Emma. Rebecca dit qu'elle avait 19 ans. Puis Mehmed comme moi. Elle tomba malade, ce que nous pensions être juste la grippe, mais le médicament qu'elle prit pour la fièvre, il était vicié, contaminé. Au moment où nous réalisâmes que quelque chose n'allait pas, ses reins défaillaient. Elle mourut 3 jours plus tard. Dieu. Sandro respira. Rebecca, 38 personnes sont mortes en tout. La compagnie qui fabriqua le médicament savait qu'il était contaminé. Ils le lancèrent quand même parce que le rappel aurait coûté trop cher. L'enquête de la FDA trouva des preuves de fraude, de blanchiment d'argent, de négligence criminelle. Mais au moment où quiconque fut inculpé, les cadres s'étaient dispersés. L'équipe juridique enterra les preuves et les familles. La voix de Rebecca se durcit. Nous avons obtenu des chèques de règlement et des condoléances comme si l'argent pouvait remplacer les gens que nous avions perdus. Sandra fut silencieux un long moment. Est-ce pour ça que vous êtes devenue serveuse? Vous avez abandonné. Je ne pouvais pas y retourner. Chaque fois que j'ouvrais un manuel, je voyais son visage. Chaque fois que quelqu'un parlait de sauver des vies, je me rappelais que je ne pouvais pas sauver la sienne. Rebecca enroula ses bras autour d'elle. J'étais censé la protéger. J'étais sa grande sœur et j'ai échoué. Alors nous sommes les mêmes, dit Sandro. Tous les deux échouant les personnes que nous aimons le plus. Non, dit Rebecca. Vous n'avez pas échoué, Sophia. Elle est toujours là. Elle se bat toujours. Il y a encore du temps pour la sauver. Sandro s'approcha. Ils étaient à quelques centimètres maintenant, assez près pour que Rebecca puisse voir la flexibilité du gris plus foncé dans ses yeux, assez près pour sentir la chaleur émanant de son corps. Vous la sauvez, dit Sandro doucement. Pas moi. Nous la sauvons tous les deux, murmura Rebecca. Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser. Pendant un instant, elle le voulut, mais ensuite Sandro recula, les murs s'abattant sur son expression. « Il est tard, dit-il. Vous devriez dormir. » Rebecca hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Elle quitta le bureau, laissa Sandro debout parmi ses fantômes et retourna à sa propre chambre, où elle resta éveillée jusqu'à l'aube, essayant de ne pas penser à la façon dont son cœur avait battu la chamade quand il l'avait regardée, essayant de ne pas penser à quel point il était dangereux de se soucier de Sandro Marino. La nuit suivante, Sophia était endormie et Sandra était à une autre réunion. Rebecca était assise dans sa chambre avec son ordinateur portable, incapable de chasser l'image de l'homme du gala. Elle avait repoussé cela pendant des jours, craignant ce qu'elle trouverait. Mais elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ignorance. Elle commença par la compagnie pharmaceutique MedPharm Solutions. Le nom seul lui donnait la nausée. Elle sortit article après article sur le scandale, l'enquête, les procès. Elle lut des témoignages du Congrès, des transcriptions, des rapports de la FDA, des déclarations de victimes, et puis elle le trouva. Un dépôt d'entreprise enfoui profondément dans les registres publics. MedPharm Solutions n'était pas une compagnie indépendante. C'était une filiale possédée par une plus grande corporation mère, qui était possédée par une compagnie holding encore plus grande. Des sociétés écrans tout le long, obscurcissant délibérément la vraie propriété. Mais Rebecca avait appris à suivre les pistes d'argent pendant ses années pré-med, avait travaillé à temps partiel dans la facturation hospitalière. Elle savait comment tracer les structures d'entreprise. Cela lui prit 2 heures, mais elle le trouva finalement. La compagnie holding au sommet de la chaîne était possédée par la famille Ferrara. Rebecca fixa l'écran, son sang se glaça. Dante Ferrara, l'homme qui avait menacé Sophia au gala, sa famille avait possédé la compagnie qui avait tué Emma. Elle continua de creuser, ses doigts volant sur le clavier. Elle sortit des articles de presse sur la famille Ferrara, leurs intérêts commerciaux, leurs crimes présumés, blanchiment d'argent, racket, fraude. MedPharm Solutions avait été parfaite pour eux.
Une façade commerciale légitime qui générait des profits massifs tout en servant de véhicule pour nettoyer l'argent sale. Puis elle trouva l'équipe juridique, les avocats qui avaient représenté MedFarm pendant l'enquête. Marco Salvatore, consultant juridique en chef. L'homme qu'elle avait vu parler à Marco au gala s'appelait David Chan, ancien enquêteur de la FDA devenu consultant privé, celui qui avait témoigné que la contamination était accidentelle, non négligente, le témoignage qui avait fait échouer l'affaire criminelle. Et Marco, le conciliaire de confiance de Sandro, avait été l'architecte juridique de toute la dissimulation. La vision de Rebecca nagea. Elle agrippa le bord de son bureau, essayant de respirer. Marco travaillait pour Sandro. Marco avait aidé les Ferrara à dissimuler le scandale qui avait tué Emma, ce qui signifiait, qu'est-ce que cela signifiait? Sandro était-il impliqué? Savait-il? Elle entendit le carillon de l'ascenseur. Des voix dans le couloir. Sandra était à la maison et Marco était avec lui. Rebecca ferma son ordinateur portable avec des mains tremblantes. Elle avait besoin de penser. Elle avait besoin de trouver quoi faire avec cette information. Mais pour l'instant, elle avait besoin de faire semblant que tout était normal. Elle entra dans le couloir juste au moment où Sandro et Marco émergèrent de l'ascenseur. « Rebecca, » dit Sandro surpris, « tu es encore éveillée. » « Je ne pouvais pas dormir, » dit-elle, forçant un sourire. « J'allais juste faire du thé. Je vais dire bonne nuit alors, » dit Marco. Il avait la cinquantaine, aux yeux perçants et bien habillé avec le genre de visage qui ne révélait rien. « Mademoiselle Collins ?» Il lui fit un signe de tête et Rebecca hocha la tête en retour, essayant de garder son expression neutre. Mais quelque chose devait avoir transpiré, un scintillement de reconnaissance ou de peur ou de colère. Parce que les yeux de Marco se rétrécirent légèrement, son regard s'aiguisant. « Nous nous sommes déjà rencontrés ?» demanda-t-il. « Vous me semblez familière. » Le cœur de Rebecca s'arrêta. « Je ne pense pas. Je suis juste une serveuse. Ancienne étudiante en médecine, je pensais. » dit Marco doucement. « Sandro a mentionné que vous étiez à quelle école c'était? » « City College. » Rebecca mentit. Elle avait en fait été à Columbia, juste un petit programme. H. Marco l'étudia un autre long moment. « Eh bien, bonne nuit, Mademoiselle Collins. » Il partit et Rebecca le regarda s'en aller, son pouls battant dans ses oreilles. « Tu vas bien? » demanda Sandro. « Tu as l'air pâle. »« Bien, » dit Rebecca, juste fatiguée. « Je vous verrai le matin. » Elle s'enfuit dans sa chambre avant qu'il ne puisse poser plus de questions. Le lendemain, Rebecca essaya d'agir normalement. Elle prit le petit déjeuner avec Sophia, lut des histoires, joua à des jeux, mais son esprit était ailleurs, ruminant les possibilités et les implications. Elle devait le dire à Sandro, c'était la bonne chose à faire. Mais s'il était impliqué, et s'il savait déjà la connexion de Marco avec MedFarm, et s'il le confrontait la mettait en danger, et Sophia... Dieu, Sophia, qu'arriverait-il à Sophia si Rebecca exposait cela? Si la famille Ferrara était impliquée? Si Marco était compromis? Si tout s'effondrait? Rebecca faisait la vaisselle du déjeuner quand son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre. « Bonjour, Mademoiselle Collins. Ici Marco Salvatore. »« Nous devons parler. » Le sang de Rebecca se glaça. « Je suis désolé, je ne pense pas Emma Collins, Columbia University School of Medicine, est abandonnée il y a 6 mois après que votre sœur est décédée de complications liées à des médicaments de MedFarm Solutions. » La voix de Marco était calme, presque agréable. « Dois-je continuer? » La main de Rebecca se resserra sur le téléphone. « Qu'est-ce que vous voulez parler en personne? Le parking niveau 3, 20 minutes. Venez seul. » Il raccrocha. Rebecca resta figée, son esprit s'emballant. C'était un piège. C'était évidemment un piège. Elle devrait le dire à Victor, devrait le dire à Sandro, devrait appeler la police. Mais si elle impliquait Sandro et qu'il faisait partie de cela, elle signerait son propre arrêt de mort. Si elle appelait la police, Marco disparaîtrait et elle n'obtiendrait jamais de réponse. Et si elle n'y allait pas,
Marco pourrait dire à Sandro qu'elle mentait sur qui elle était, pourrait la peindre comme une taupe des Ferrara, pourrait détruire la vie fragile qu'elle avait construite ici, la connexion qu'elle avait avec Sofia. Rebecca vérifia Sofia, qui faisait paisiblement la sieste dans sa chambre, et prit l'ascenseur pour le parking. Marco attendait près d'une berline noire, son expression illisible. « Mademoiselle Collins, merci d'être venue. »« Que voulez-vous » demanda Rebecca. « Si vous allez me menacer, faites-le. »« Vous menacer » Marco sourit. « Non, non, je suis ici pour vous offrir un marché. Je ne suis pas intéressé par les marchés. Vous devriez l'être car en ce moment vous êtes dans une position très précaire. » Marco s'approcha. « Vous êtes venu ici sous de faux prétextes. Avez menti sur qui vous êtes. Vous êtes approché de la fille de Sandro. Du point de vue de Sandra, cela ressemble beaucoup à ce que vous travaillez pour ses ennemis, spécifiquement la famille Ferrara. Je ne travaille pour personne. » Rebecca claqua. « J'ai pris un travail de nounou. Et c'est une telle coïncidence que vous soyez la sœur d'une Emma Collins, victime d'une compagnie pharmaceutique appartenant aux Ferrara. Une compagnie pour laquelle j'ai consulté. Oui, une compagnie qui est actuellement sous enquête. » Le sourire de Marco s'aiguisa. « Dites-moi, Rebecca, saviez-vous qui j'étais quand vous m'avez vu au gala? Est-ce pour ça que vous aviez l'air d'avoir vu un fantôme? » Rebecca ne dit rien. « Voici ce qui va se passer, » continua Marco. « Vous allez partir ce soir. Je vous fournirai un paiement généreux. Disons 200 000 $. Vous direz à Sandro que l'arrangement ne fonctionne pas, que votre ancienne vie vous manque, n'importe quelle histoire que vous voulez. Vous disparaîtrez et nous passerons tous à autre chose. Et si je ne le fais pas, alors je dirai à Sandra que vous êtes un agent Ferrara, que toute votre histoire tragique a été conçue pour gagner sa sympathie, que vous avez fourni des informations à Dante sur les routines de Sofia, ses vulnérabilités. Au moment où vous prouverez votre innocence, si vous le pouvez, Sofia sera traumatisée par un autre abandon et Sandra vous fera disparaître de manière désordonnée. Marco inclina la tête. Ou vous pourriez prendre l'argent et partir. Propre, simple, tout le monde gagne. L'esprit de Rebecca s'emballait. C'était faux. Tout cela était faux. Marco essayait de se débarrasser d'elle parce qu'elle en savait trop, ce qui signifiait que quoi qu'il planifie, Rebecca était une menace pour cela, ce qui signifiait que Sofia était en danger. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit Rebecca. « Vous avez jusqu'à ce soir, minuit. Après cela, je vais voir Sandro. » Marco se tourna vers sa voiture. « Choisissez judicieusement, Mademoiselle Collins, votre vie en dépend. » Il monta dans la berline et s'éloigna, laissant Rebecca seule dans le garage éclairé au fluorescent. Son monde s'effondrant autour d'elle. Elle devait le dire à Sandro. Elle n'avait pas le choix. Mais comment pouvait-elle prouver qu'elle ne travaillait pas pour les Ferrari? Comment pouvait-elle le faire la croire? Rebecca se tourna vers l'ascenseur et s'arrêta. Victor se tenait dans l'ombre près du pilier en béton, sa silhouette massive unmistakable. Il était là tout le temps. « Combien avez-vous entendu ?» demanda Rebecca, sa voix tremblante. Victor entra dans la lumière, son expression était sombre. « Assez. Allez-vous le dire à Sandro? Je vais lui montrer. » Victor sortit son téléphone, tapota l'écran. « J'enregistre les conversations de Marco depuis 3 semaines. Le boss suspectait que quelque chose n'allait pas. M'avait mis à le surveiller. Les jambes de Rebecca faillirent lâcher. Sandro sait. Sait que Marco est sale. Ouais, ne sait pas encore pour vous. » Les yeux de Victor étaient durs, mais il le saura. Alors, vous feriez mieux d'avoir une sacrée bonne explication prête quand il vous demandera pourquoi vous avez menti sur qui vous êtes. Je ne mentais pas. J'ai juste... La voix de Rebecca se brisa. Je ne savais pas en qui je pouvais avoir confiance. Eh bien, maintenant vous n'avez pas le choix, dit Victor, parce que Marco vient de déclarer la guerre. Et dans ce monde, vous êtes soit du côté de Sandro, soit vous êtes morte.
L'ascenseur tinta. Les portes s'ouvrirent. Sandro sortit, son expression plus sombre que Rebecca ne l'avait jamais vue. Il regarda Victor, Rebecca, et sa mâchoire se serra. « Mon bureau, dit-il froidement. Maintenant, vous deux. » Alors que Rebecca le suivait vers l'ascenseur, ses mains tremblantes, elle réalisa que le jeu avait changé. Il n'y avait plus de secret, plus de cachette. Quoi qu'il arrive ensuite, elle devrait y faire face de front et prier pour que Sandro la croie quand elle lui dirait la vérité. La montée vers le 11e étage ressemblait à une marche d'exécution. Rebecca se tenait entre Victor et Sandro dans l'ascenseur, le silence si lourd qu'elle pouvait à peine respirer. Sandro ne l'avait pas regardée une seule fois. Sa mâchoire était serrée, ses mains relâchées sur les côtés de cette manière dangereuse qui suggérait qu'il se retenait de violence. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Sandro se dirigea vers son bureau sans un mot. Rebecca et Victor suivirent. À l'intérieur, Sandro se versa un verre. Le but en versa un autre. Puis il se tourna, s'appuya contre son bureau et finalement regarda Rebecca. « Parle, dit-il, et je vous suggère de tout me dire parce que l'enregistrement de Victor est sur le point de compléter tout ce que vous omettez. » La gorge de Rebecca était sèche. Mon nom est Rebecca Collins. Ma sœur était Emma Collins. Elle est morte il y a 6 mois d'insuffisance rénale causée par des médicaments contaminés produits par MedFarm Solutions, une compagnie possédée par la famille Ferrara, une compagnie dont la dissimulation légale a été orchestrée par Marco Salvatore. L'expression de Sandro ne changea pas. Continuez. Je ne savais rien de tout cela quand j'ai pris le travail. Je jure, j'ai vu Sophia pleurer et j'ai voulu aider. L'argent était plus que je ne pouvais imaginer. Je pensais que c'était juste un travail de nounou avec des étapes supplémentaires. La voix de Rebecca trembla, mais au gala, j'ai vu Marco parler à David Chun, l'enquêteur de la FDA qui a enterré les preuves contre MedFarm, et j'ai réalisé que l'homme en qui vous aviez confiance était le même homme qui a aidé à couvrir le meurtre de ma sœur. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Parce que je ne savais pas si vous étiez impliqué. Les mots jailliront de Rebecca. Je ne savais pas si vous saviez si vous étiez lié au Ferrari. Si vous le dire me ferait tuer. J'étais terrifié. Sandro, je suis terrifié. Sandro posa son verre avec un soin délibéré. Savez-vous ce que je fais quand quelqu'un me ment, Rebecca? Quand ils entrent chez moi, gagnent ma confiance, se rapprochent de ma fille sous de faux prétextes. Je ne mentais pas. J'ai juste ne vous ai pas tout dit. C'est la définition du mensonge. La voix de Sandro était de glace. Victor joue l'enregistrement. Victor sortit son téléphone, appuya sur lecture. La voix de Marco remplit la pièce, offrant de l'argent à Rebecca, la menaçant de l'accuser d'être un agent Ferrara. La voix de Rebecca répondant, effrayée mais défiante. Quand cela se termina, Sandro versa un autre verre. Cette fois, il l'offrit à Rebecca. Ses mains tremblèrent alors qu'elle le prenait. « Je sais pour Marco depuis 2 semaines, » dit Sandro doucement. « Je construisais un dossier contre lui, rassemblant des preuves. Il a fourni des informations au Ferrara pendant des mois, sabotant des affaires, sapant de mes opérations. J'attendais qu'il fasse une erreur assez grande pour justifier son retrait. « Pourquoi? » demanda Rebecca. « Pourquoi le garder prêt? Parce que je voulais savoir à quel point la pourriture était profonde, qui d'autre était compromis, ce que les Ferraras planifiaient. » Les yeux de Sandro étaient durs. Et parce qu'au moment où j'agirai contre Marco, les Ferraras sauront que je suis sur eux. Ils accéléreront tout ce qu'ils prévoient. J'avais besoin de temps. Et maintenant Marco m'a forcé la main en vous menaçant. Sandro traversa la fenêtre, regarda la ville. Je dois supposer que les Ferraras savent que leur calendrier s'effondre, ce qui signifie qu'ils vont agir bientôt. Très bientôt. Le cœur de Rebecca battit la chamade. Qu'est-ce que cela signifie? Sandro se tourna. Cela signifie que nous devons parler d'Elena. Le nom resta suspendu dans l'air. Rebecca jeta un coup d'œil à Victor, qui se tenait impassible près de la porte.
Elena n'est pas morte dans un accident de voiture, dit Sandra. Elle a été assassinée. Les freins de sa voiture ont été coupés. L'enquête a été enterrée et j'ai passé 2 ans à ne pas savoir qui blâmer. Sa voix s'enroua. Il y a 3 semaines, j'ai trouvé des preuves. Elena enquêtait sur Med Farm. Elle a découvert le blanchiment d'argent, la fraude. Elle allait au FBI. Quelqu'un a découvert. Quelqu'un l'a arrêté. La vision de Rebecca Naja, les Ferrer-Heras. Marco a été celui qui l'a arrangé. Sur les ordres de Dante Ferrara, Elena était un dommage collatéral dans leur opération, tout comme votre sœur. Les mains de Sandro se serrèrent. Ils ont tué ma femme parce qu'elle essayait de les exposer. Et quand ce ne fut pas suffisant, quand l'enquête sur Med Farm continua, ils ont tué 37 personnes de plus pour couvrir leurs traces. « Oh mon Dieu !» murmura Rebecca. « Emma est morte à cause d'eux, parce qu'ils nettoyaient des détails. Votre sœur, ma femme, des dizaines d'autres, tous sacrifiés pour protéger l'Empire Ferrara. » Sandro traversa vers Rebecca, prit ses mains. « Je ne suis pas impliqué avec les Ferrara. Je ne suis pas connecté à Med Farm. J'essaie de les détruire. Et maintenant, que vous l'ayez voulu ou non, vous faites partie de ce combat. » Rebecca leva les yeux vers lui, vit le chagrin et la rage et la détermination dans ses yeux, vit un homme qui avait combattu cette bataille seul pendant 2 ans. « Que faisons-nous » demanda-t-elle. « Nous la terminons, dit Sandro. Victor a augmenté la sécurité. Personne n'entre ou ne sort sans mon approbation. Rebecca, tu restes avec Sophia, ne la perds pas de vue. Boss, dit Victor, la fête d'anniversaire de Sophia est dans 3 jours. La moitié des familles sont invitées. Si nous annulons, nous n'annulons pas. Annuler montre de la faiblesse. » La mâchoire de Sandro se serra. « Nous procédons comme prévu, mais nous sommes prêts à tout ce qui vient. » Les 3 jours suivants furent entendus. Rebecca surveilla Sophia avec une attention de faucon, ne la laissant jamais s'éloigner de plus de quelques pieds. Victor doubla le détail de sécurité. Des hommes armés apparurent à chaque entrée, chaque couloir, chaque coin, et Rebecca commença à s'entraîner. Elle avait demandé à Victor de lui enseigner l'autodéfense de base, en partie parce qu'elle voulait pouvoir protéger Sophia, en partie parce qu'elle avait besoin de se sentir moins impuissante. Victor avait accepté, l'enseignant dans le gymnase du complexe pendant les siestes de Sophia. « Tu es plus petite, plus faible, » avait dit Victor. « Alors tu utilises ça, laisse-les penser que tu es impuissante. Puis tu frappes vite, tu frappes fort et tu cours. » Il lui apprit où frapper pour neutraliser quelqu'un, comment briser une prise, comment utiliser des objets quotidiens comme armes. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. La fête d'anniversaire de Sophia arriva trop vite. Le penthouse fut transformé en un pays des merveilles pour enfants. Ballons, serpentins, un château de princesse fait de carton et de rêves. Sophia portait une robe rose et un diadème, son visage illuminé d'une joie authentique pour la première fois depuis que Rebecca l'avait connue. « Tu es belle, chérie, » dit Rebecca, ajustant la couronne de Sophia. « Tu penses que papa aimera ?» demanda Sophia. « Ton papa pense que tu es parfaite, peu importe ce que tu portes. » Sophia serra Rebecca fort. « Je suis contente que tu sois là, mademoiselle Becca. Je t'aime. » Les yeux de Rebecca brûlèrent. « Je t'aime aussi, bébé. » Les invités commencèrent à arriver. Des enfants de la maternelle de Sophia, leurs parents, des membres de la famille, des associés, tous furent criés par la sécurité. Tous regardaient, mais Rebecca ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Sandro le sentait aussi. Elle le vit scanner la foule, sa main jamais loin de sa veste. Victor et son équipe étaient positionnés dans tout le penthouse, essayant d'avoir l'air décontracté, mais prêts à tout. L'attaque vint pendant le gâteau. Tout le monde était réuni dans la pièce principale chantant joyeux anniversaire à Sophia. Rebecca se tenait à côté de Sandro. Sophia entre eux. La petite fille rayonnait.
Son visage brillait à la lueur des bougies. Puis les lumières s'éteignirent, criant des coups de feu. Le son du verre brisé. Sandro attrapa Sophia, la poussa vers Rebecca. Pièce sécurisée. 9e étage. Va maintenant. Sandro, va. Rebecca courut. Elle serra Sophia contre sa poitrine, la petite fille hurlant de terreur alors que le chaos éclatait autour d'elle. Les gens se dispersaient, les enfants pleuraient, quelqu'un criait des ordres dans l'obscurité. Rebecca arriva aux escaliers, un étage, puis un autre. Une main lui attrapa l'épaule. Rebecca tourna, l'instinct prenant le dessus. Elle vit le visage de Marco, vit le calcul froid dans ses yeux, et elle frappa sa paume vers le haut dans son nez exactement comme Victor lui avait appris. Marco chancela en arrière, le sang coulant. Tu, petite Rebecca, n'attendit pas. Elle donna un coup de pied fort à son genou, entendit quelque chose craquer, puis elle courait de nouveau, Sophia sanglotant contre son épaule. « Ça va, bébé, ça va. Nous y sommes presque. » Elle atteignit le 9e étage. Trouva la pièce sécurisée cachée derrière un faux mur dans le placard de Sophia, pressa sa paume sur le scanner biométrique. La porte s'ouvrit en sifflant. Rebecca tomba à l'intérieur avec Sophia, claqua la porte. Les serrures s'engagèrent avec un lourd bruit sourd. La pièce était petite, peut-être 10 par 10, avec des murs métalliques et un système de ventilation et un mur de moniteurs de sécurité montrant des flux de partout dans le penthouse. Sur les écrans, Rebecca vit un carnage. Des hommes en équipement tactique noir combattant l'équipe de sécurité de Victor. Dante Ferrara dans la pièce principale, pistolet tiré, criant des ordres. Sandra se cachant derrière le bar, tirant en retour avec une précision mortelle. Sophia hyperventilait, son petit corps tremblant. Rebecca la tira près, enroula ses bras autour de l'enfant. « Écoute-moi, chérie. Écoute. » Rebecca força sa voix à être stable. « Nous sommes en sécurité ici. Cette pièce est sûre. Rien ne peut nous blesser. Où est-ce papa? » Sophia sanglota. « Où est-ce papa? » Il se bat. Il nous protège et nous allons bien. Maman est partie. Sophia allaita. Maman est partie et n'est pas revenue. Ne me quitte pas. S'il te plaît, ne me quitte pas comme ma maman l'a fait. Le cœur de Rebecca se brisa. Elle prit le visage de Sophia, fit que la petite fille la regarde. « Je ne te quitte pas, » dit Rebecca férocement. « Je ne te quitterai jamais. Tu comprends? Jamais. » Sophia s'accrocha à elle et Rebecca la serra fort, regardant les moniteurs pendant que Sandro se battait dans sa propre maison. Puis elle vit Marco. Il s'était remis de l'attaque de Rebecca et se dirigeait vers le 9e étage. Vers elle. Le sang de Rebecca se glaça. La pièce sécurisée était sûre, mais elle n'était pas impénétrable. Avec assez de temps, Marco pourrait la forcer. Et alors non, à Bopédam. Donc, Rebecca n'allait pas rester assise ici et attendre d'être secourue. Plus maintenant, elle tira les contrôles du système de sécurité, trouva la fonction microphone, se connecta à l'oreillette de Sandro. « Sandro, peux-tu raclement de gorge m'entendre? » Une pause, puis Rebecca, « Es-tu en sécurité pour l'instant? » Mais Marco arrive. 9e étage, couloir est. Il sait où nous sommes. Reste où tu es. J'arrive. Non. L'esprit de Rebecca s'emballait. J'ai un plan. Fais-moi confiance. Elle n'attendit pas sa réponse. Elle tira les schémas du bâtiment sur un autre écran, traça l'itinéraire que Marco devrait prendre. Puis elle commença à manipuler les systèmes de sécurité, verrouillant les portes derrière lui, déverrouillant d'autres devant lui, créant un chemin qui l'entonnoirait exactement là où elle voulait. À travers tout cela, elle tint Sophia près, fredonnant doucement la berceuse. Les sanglots de la petite fille se calmèrent en hoquet, sa respiration s'égalisant. « C'est ma fille courageuse, » murmura Rebecca. « Juste un petit peu plus longtemps. » Sur les moniteurs, Marco atteignit le 9e étage. Il se déplaça prudemment, pistolet tiré. Rebecca le regarda dégager chaque pièce,
se rapprochant de plus en plus de la chambre de Sophia. Elle l'entendait à travers la porte maintenant, ses pas, sa respiration. « Rebecca, m'appela-t-il, je sais que vous êtes là. Ouvrez la porte et je vous laisserai toutes les deux sortir d'ici. J'ai juste besoin de la fille. C'est tout ce que Dante veut. Un levier contre Sandro. » Rebecca ne dit rien. Elle regarda le moniteur montrant le couloir extérieur. « Attendu. Allez, Rebecca. Vous ne pouvez pas rester là-dedans pour toujours. Et quand Sandro sera mort et il mourra, j'aurai tout le temps du monde pour trouver comment entrer. » Sur un autre moniteur, Rebecca vit Sandro se déplacer dans le bâtiment, abattant les soldats de Ferrara un par un. Il était à 3 étages. 2. Marco sortit une sorte d'appareil. « Un coupeur plasma », réalisa Rebecca. Il allait couper à travers la porte. « Dernière chance », dit Marco. Rebecca se leva. Elle attrapa le petit extincteur monté sur le mur, positionna Sophia derrière une armoire métallique. « Reste là, bébé. Ne sors pas avant que je te dise, mademoiselle Becca. Promets. Je promets. » Rebecca se déplaça vers le panneau de contrôle, prit une profonde inspiration, puis elle actionna le déverrouillage manuel. La porte s'ouvrit en sifflant. Marco tourna, pistolet levé. Mais il ne s'attendait pas à ce que Rebecca soit juste là. Ne s'attendait pas à ce qu'elle vaporise l'extincteur directement sur son visage. Il chancela en arrière, s'étouffant aveuglé. Son pistolet tira à l'aveuglette, la balle ricochant sur les murs métalliques. Rebecca balança l'extincteur comme une batte. Il se connecta avec la tempe de Marco avec un craquement écœurant. Il tomba lourdement. Rebecca repoussa le pistolet du pied, le saisit avec des mains tremblantes. Elle n'avait jamais tenu d'arme auparavant. C'était plus lourd qu'elle ne s'attendait, le métal froid contre ses paumes. Marco gémit, essaya de s'asseoir. Rebecca pointa l'arme sur lui, la tint fermement par pure force de volonté. « Reste à terre, dit-elle, ou je jure devant Dieu. » Rebecca! Sandro apparut dans l'embrasure de la porte, pistolet tiré, son visage ensanglanté, mais ses yeux flamboyants. Il observa la scène, Marco par terre, Rebecca tenant l'arme, Sophia jetant un coup d'œil derrière l'armoire. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Sandro traversa vers Rebecca, lui prit doucement l'arme de ses mains tremblantes. Je l'ai eu. Les jambes de Rebecca cédèrent. Elle s'effondra contre Andrew et il la rattrapa, la tint d'un bras tout en gardant son arme braquée sur Marco avec l'autre. Papa. Sophia sortit en courant de sa cachette, se jeta sur eux deux. Sandro la rattrapa aussi, son visage s'effondrant. Tu vas bien, vous allez bien toutes les deux. Victor apparut dans le couloir, du sang sur sa chemise, mais bien vivant. Bâtiment sécurisé boss, les Ferrara contenus. La plupart de ces hommes sont à terre ou se sont rendus. Bien. Sandro regarda Marco qui toussait du sang, ses yeux vitreux. Fais-le lever. J'ai des questions. Ils traînèrent Marco au bureau de Sandro. Victor fit aussi monter Dante Ferrara, flanqué de gardes armés. Le vieil homme semblait furieux mais piégé. Sandro s'assit derrière son bureau, Sophia sur les genoux de Rebecca dans la chaise à côté de lui. C'était un message clair. C'est ma famille. Vous avez échoué. Vous avez 2 options. Sandra dit calmement, bien que ses jointures fussent blanches là où il agrippait le bureau. Option 1, vous témoignez. Dites au FBI tout sur Med Farm, le blanchiment d'argent, les meurtres, ma famille, femme, la sœur de Rebecca, leur frère, c'est tout cela. En échange, je vous laisse vivre. Vous irez en prison, mais vous vivrez. Et option 2, Marco Aletta. Je vous tue tout de suite lentement et je m'assure que tout le monde sache ce que vous avez fait. Votre nom devient synonyme de trahison. Votre famille vous abandonne. Vous mourrez seul et oublié. Marco regarda Dante, le vieil homme qui lui avait donné des ordres. Le visage de Dante était de pierre. Réfléchissez bien, Sandra dit, parce que cette décision détermine si vous mourrez ce soir ou mourrez dans 30 ans dans une cellule de prison.
Marco ferma les yeux. Quand il les ouvrit, le combat l'avait quitté. « Je témoignerai, murmura-t-il. Je leur dirai tout. » Les mois qui suivirent furent un flou de dépositions, de témoignages et de raids. Marco chanta comme un canari et ses informations firent tomber toute l'organisation Ferrara. Dante et ses fils furent arrêtés pour accusation RICO. La conspiration Medfarm fut exposée. Les familles des victimes, y compris Rebecca, obtinrent enfin justice. Ce n'était pas une fermeture. Emma était toujours partie. Elena était toujours partie. Rien ne pouvait les ramener. Mais c'était quelque chose. Rebecca traversa ces mois dans une torpeur. Elle retourna à l'école de médecine, s'inscrivit aux cours du semestre d'automne. Sandro paya ses frais de scolarité sans hésitation. « Tu aurais toujours dû être médecin, » avait-il dit. « Finis ce que tu as commencé. » Mais elle vivait toujours dans le penthouse, prenait toujours le petit déjeuner avec Sophia chaque matin, chantait toujours la berceuse chaque soir. Le contrat avait techniquement pris fin, 6 mois s'étaient écoulés, mais aucun d'eux ne le mentionna. Aucun d'eux ne suggéra qu'elle parte. La remise des diplômes de la maternelle de Sophia arriva par un parfait matin de mai. La petite fille portait une robe blanche et un mortier qui glissait de ses boucles blondes. Elle était si excitée qu'elle pouvait à peine rester assise. « C'est toi là-haut, mademoiselle Becca. » Sophia montra la scène où la classe de maternelle se produisait. « Regarde-moi, je regarde, bébé, » dit Rebecca en riant. Sandro était assis à côté d'elle, sa main posée sur le dossier de sa chaise. Cette proximité était devenue naturelle. Cette unité familiale qui avait commencé comme un semblant et était devenue réelle en cours de route. Après la cérémonie, ils emmenèrent Sophia manger une glace. Elle bavarda sans arrêt sur la première année, sur ses amis, sur le livre de chapitres qu'elle avait commencé à lire toute seule. « Je suis si fière de toi, » dit Rebecca, essuyant le chocolat du visage de Sophia. « Tu restes pour forever maintenant ?» demanda Sophia soudainement. « Les méchants sont partis. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu pars. » Rebecca se figea. Elle regarda Sandro, le vit la regarder avec une intensité qui lui coupa le souffle. Rebecca commença. Sandro sortit une petite boîte de velours de la poche de sa veste, la posa sur la table entre eux. Le cœur de Rebecca s'arrêta. « Il y a 6 mois, » dit Sandro doucement, « je t'ai embauché pour faire semblant de jouer un rôle, pour réparer quelque chose que je ne pouvais pas réparer moi-même. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague. Pas le faux accessoire de leur contrat, mais une vraie bague. Un diamant qui captait la lumière et la dispersait comme des étoiles. « Mais tu es devenu tellement plus que cela. Tu as sauvé ma fille. Tu m'as sauvé. Tu es devenu la famille que je ne pensais pas mériter. »« Papa te demande de l'épouser pour de vrai, » murmura Sophia bruyamment. Il l'a pratiqué dans le miroir. Sandro jeta un regard à sa fille, mais il souriait, puis son expression devint sérieuse alors qu'il regardait Rebecca. « Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est compliqué. Mais je sais aussi que je t'aime et j'espère que tu m'aimes aussi. » Les yeux de Rebecca brûlèrent de larmes. « Je le fais, » murmura-t-elle. « Je vous aime tous les deux tellement. » Alors Sophia tira la manche de Rebecca urgemment. « Cela signifie-t-il que tu es ma vraie maman maintenant? »« Pas juste, mademoiselle Becca. » Rebecca regarda cette petite fille qui lui avait volé le cœur la première nuit où elles s'étaient rencontrées. Cet enfant pour qui elle se battrait, tuerait, mourrait. « Si vous voulez de moi, » dit Rebecca, les larmes coulant sur son visage. « Oui. » Sophia se lança sur Rebecca, renversant presque la glace. « Oui, oui, oui. » Sandro glissa la bague sur le doigt de Rebecca. Elle s'adaptait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Comme si cela avait toujours été la fin qu'ils étaient destinés à atteindre. « Nous sommes une famille, » annonça Sophia à tout le magasin de glace. Une vraie famille. Et Rebecca, qui avait commencé ce voyage vide et brisé et fuyant son passé, se retrouva à rire à travers les larmes. Parce que Sophia avait raison. Elles étaient une famille. Pas celle à laquelle aucun d'eux ne s'était attendu. Pas celle qu'ils avaient planifiée, mais celle qu'ils avaient choisie.
celle qu'ils avaient construite à partir du chagrin et des mensonges et des contrats qui devinrent des alliances, celle pour laquelle il fallait se battre, celle pour laquelle il fallait rester pour toujours. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette histoire, vous aimerez sûrement la suivante. Elle est aussi plus folle et plus intrigante que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, n'hésitez pas à la regarder. Cliquez sur l'image qui s'affiche à l'écran en ce moment pour regarder la suivante.